Bonjour et bienvenue donc à ce webinaire de la JE, donc avec nos invités Xavier Timbaud, Bruno Parmentier, Catherine Larère, donc avec qui nous parlerons collapsologie, d'où viennent les théories effondristes portées en France par des auteurs comme Pablo Servigne et Yves Cochet, pourquoi et auprès de qui ces thèses connaissent un certain succès aujourd'hui. Peut-on affirmer que face à l'effondrement en cours de la biodiversité et à l'emballement climatique, la catastrophe avec un grand C est inévitable et qu'il n'y a plus qu'à s'y préparer? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, on avait invité ici Yves Cochet à l'occasion de la parution de son livre sur l'effondrement. Et cette fois, donc, pour poursuivre la réflexion, donc on reçoit Catherine Larère, Bruno Parmentier et Xavier Timbaud, donc, qui nous rapporteront, eux, un regard assez critique sur ces questions. Donc Catherine Larère, tu es philosophe, professeur à l'Université de Paris 1 et tu es spécialisé sur les questions d'environnement. Tu as publié avec Raphaël Larère, ton époux, agronome et sociologue, un livre très critique sur la collapsologie intitulé « Le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophique », livre magnifique dont je recommande chaudement la lecture, donc édité aux éditions Premier Parallèle. Xavier Timbaud, économiste à l'OFCE, qui intervient entre autres sujets sur l'économie de la transition écologique. Et enfin, Bruno Parmentier, agroéconomiste, ancien directeur de Supagro à Angers et spécialiste des questions d'agriculture, de faim dans le monde, d'accès à l'alimentation en lien avec les enjeux écologiques. Donc avant de leur poser nos questions, vos questions, soit par écrit, soit en demandant la parole avec l'outil lever la main, ils prendront chacun la parole quelques minutes. Donc j'ai demandé à Catherine, à partir de son livre, de nous proposer une petite généalogie des thèses effondristes. Après, Xavier nous parlera des modèles socio-économiques du monde d'après, entre guillemets, selon les collapsologues, et dont les sous-jacents ne sont pas toujours très, très explicités par ces auteurs. Et enfin, Bruno nous donnera son éclairage sur les biocapacités de la planète. Est-ce que les collapsologues ont raison de nous dire que face à l'effondrement en cours de la biodiversité, il est impossible que la planète supporte une population qui pourrait atteindre 10 milliards d'humains à l'horizon 2050 si on si on projette les tendances actuelles? Voilà, donc vous avez chacun la parole 5 à 10 minutes et ensuite on aura au maximum jusqu'à 3h30 pour vous poser toutes nos questions. Voilà. Catherine, c'est à toi. Bien, bonjour Merci beaucoup. et merci de l'invitation. Donc, nous avons, Raphaël Larère et moi, et quand je dirais nous, c'est tous deux, hein, c'est pas un nous de majesté, nous avons consacré un livre à la critique de la collapsologie, hein, le pire n'est pas certain, essai sur l'aveuglement catastrophiste, où nous concentrons notre présentation et notre critique à la vague d'effondrisme qui est apparue en France il y a 5, 6, 7 ans. On prendra comme repère la publication par Pablo Servigne et Raphaël Stevens de Comment tout peut s'effondrer. Mais il y a aussi d'autres livres, et en particulier le livre récent d'Yves Cochet, Les essais de collapsologie, qui développe des présentations d'effondrement qu'il a faites auparavant. Alors, c'est donc l'annonce de l'effondrement global de l'ensemble du système Terre, aussi bien physiquement que socialement, n'arrive pas de rien. Hein, on peut par vagues successives, on peut la replacer dans des contextes plus larges. Bon, la première chose qu'on peut dire, c'est au moment où la question écologique devient une question globale qui a attiré l'attention des scientifiques et des scientifiques qui essaient d'attirer l'attention aussi bien de la société civile que des politiques, donc dans les années 70, qui sont marquées notamment en 1972, par la publication du rapport Meadows, hein, ce rapport commandé par le Club de Rome et réalisé par une série d'ingénieurs du MIT. Bon, ce rapport qui s'appelle les limites de la croissance a
prévient ou affirme que si on continue une croissance qui est à la fois économique, démographique, de la production agricole, de la production industrielle, qui augmente les pollutions et qui diminue les ressources, on va à l'effondrement. Bon, l'effondrement est annoncé. Et ça, c'est repris dans un certain nombre de textes à différents niveaux. Bon, René Dumont va publier L'Utopie ou la mort. Donc, il y a une sorte d'horizon effondriste dès les années 70 et qui naît avec la conscience globale, politique et scientifique de l'effondrement. Si on remonte encore plus loin, disons au milieu du 19e siècle, on peut constater que, et c'est sans doute dû à l'importance que prend la thermodynamique, hein, et donc l'idée de l'entropie, on a des récits de fin du monde dès les années 1850, on a des récits de fin du monde qui s'appuient sur l'idée de la dégradation de l'énergie. Si on remonte encore plus haut, toute société s'est toujours posé la question de sa fin. C'est vrai si on reste dans notre univers occidental, c'est vrai pour les Grecs, c'est vrai pour les Romains. Et c'est particulièrement important dans la tradition judéo-chrétienne parce que la tradition judéo-chrétienne donne une orientation du temps, hein, alors que les Grecs pensent plutôt un temps cyclique. Avec la Bible et le christianisme, on a un temps orienté vers une fin. Et donc, on va penser cette fin, apocalypse, millénarisme, etc. Donc, il y a des cercles qui pensent la fin du monde. Alors, qu'est-ce qui, pour nous, fait l'intérêt et la spécificité de ce type d'effondrisme qui se manifeste donc, je vous dis, on peut prendre comme référence le livre de Servigne et Chapelle, Comment tout peut s'effondrer. D'une part, qu'il est beaucoup plus précis que les perspectives lointaines que posait quelque chose comme le rapport Meadows, puisque Servigne et Chapelle prétendent s'appuyer sur des données scientifiques pour donner des critères. Alors on retrouve des critères de l'effondrement. On retrouve l'idée du rapport Meadows, on atteint les limites. On atteint les limites de la croissance, on modifie le système Terre, etc. Mais c'est plus précis et surtout, et c'est ça qui fait la caractéristique de la collapse. Alors, ils se prétendent scientifiques, donc ils vont dire qu'ils font une science de collapse, hein, collapsus en latin, c'est l'effondrement, donc une science de l'effondrement, et surtout, ils disent, cette science, elle nous dit que l'effondrement est inévitable. On ne peut pas l'éviter, d'où on peut quand même s'y adapter, mais constat d'impuissance, ni les politiques, ni la société civile n'y peuvent rien. L'effondrement, on ne l'évitera pas. Alors, c'est ça qui nous a frappé quand on a fait le livre et quand, en 2015, on avait à Cerisy rencontré, alors pas Servigne et Chapelle, mais toute une série d'effondristes. C'était la grosse différence avec la formulation la plus élaborée qu'on avait eue du catastrophisme auparavant, qui était celle de Jean-Pierre Dupuy, et qui avait eu aussi beaucoup de succès dans le catastrophisme éclairé, donc au début des années 2000, parce que Jean-Pierre Dupuy, et il s'inspirait aussi d'ailleurs d'une tradition la philosophique qui était celle de Hans Jonas et encore plus de Günther Anders, donc d'une pensée philosophique de référence allemande. L'idée, c'est l'effondrement ou la catastrophe, on peut l'éviter. Et tout le livre de Dupuy, c'est de mettre en place un modèle d'action politique, une sorte de prospectivisme, de prospective négative. On va élaborer une politique qui nous permettra d'éviter l'effondrement. Donc, on montre la catastrophe pour mieux l'éviter. Or, la position des collapsologues, Cauchet, Servigne et autres, c'est de dire non, on ne peut pas éviter, ce n'est pas simplement une hypothèse, c'est la réalité. Pourquoi dans notre livre on dit le catastrophisme de Jean-Pierre Dupuy il est méthodologique, il s'agit
d'élaborer une politique qui permette d'éviter l'effondrement. Le catastrophisme de Servigne, Cochet et un certain nombre d'autres, il est ontologique parce que l'effondrement, il existe. Alors, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas des formes uniques d'effondrement, il y en a des... Et disons, une des différences entre Cochet d'un côté, Servigne et Chapelle et Stevens de l'autre, c'est que pour Cochet, l'effondrement, il est prévisible. Hein, Cochet dit même il va arriver en 2030 ou un petit peu avant ou un petit peu après. Il est global, synchrone, il arrivera partout dans le monde et il se manifestera par une série de maladies, d'épidémies, de guerres civiles, alors que Servigne et Chapelle prennent plus de distance, hein, disant qu'on ne peut pas le prévoir, qu'on ne sait pas très bien les formes qu'ils prennent. C'est bien qu'il y a actuellement toute une défense de la collapsologie qui est de dire oui, bien sûr, Cochet, c'est ridicule. Mais il faut lire Servigne et Chapelle. Voilà, je peux donner d'autres. Non, c'est très, très, très bien pour poser ce décor. Merci beaucoup, Catherine. Donc, effectivement, cette opposition collapsologie ontologique, méthodologique, ça, je pense, c'est très, très, très précieux d'avoir ça en tête. Et effectivement, dans la famille des collapsologues, ces débats entre Cochet et Servigne, effectivement, ridiculiser Cochet permet de mieux, effectivement, faire valoir les thèses de Collops. Voilà. Xavier, est-ce que de votre côté, c'est quoi la vision économique et sociale de ce monde d'après et quel problème ça pose? Qu'on avait échangé il y a quelque temps, ce qui était frappant, ce que vous disiez, c'est effectivement ça repose sur un modèle démographique avec très très peu d'humains et finalement, on ne se pose pas la question de la disparition de la planète, enfin de la moitié de la planète. Oui, de la moitié, même enfin, voire plus. Une grosse moitié, en fait. Une très grosse moitié. Moral. Oui, donc, je suis très content de parler juste après Catherine Larère. J'apprécie beaucoup ces analyses. Donc, je vais vraiment m'inscrire dans cette ligne avec deux éléments, je pense, qui sont importants à pointer. Le premier, c'est effectivement, dans ces théories de la collapsologie, donc en dehors de savoir si elles sont prévisibles ou imprévisibles, il y a et puis et les conséquences que ça a, et je pense que c'est très important, comme une espèce de résignation à la catastrophe, qui sont effectivement qui ont des conséquences politiques et sociales qui sont assez importantes, parce que voilà, c'est des théories du découragement, en fait. Je pense que c'est important de bien visualiser quel est le renoncement qu'il y a derrière la collapsologie, en fait, et de le traiter comme un renoncement et pas comme une apocalypse annoncée et inévitable. Donc c'est ça qui est la clé aussi pour apporter une réponse à la collapsologie, qui n'est pas une réponse facile, parce que la menace qui pèse sur les sociétés humaines et sur les systèmes planétaires est tout à fait réelle, elle est tout à fait importante, et elle est très grave, et elle demande une immense mobilisation. On est arrivé à un point où aujourd'hui, c'est l'ordre d'un effort de guerre pour arriver à résoudre les questions environnementales, et plus une adaptation graduelle de nos sociétés. Donc, on n'est peut-être pas encore tout à fait à ce point, mais on s'approche de ce point. Voilà, alors le premier point que je voudrais faire, c'est, en fait, dans la collapsologie, il y a une espèce de fantasme de la vie d'après l'effondrement, et d'une vie qui est possible, mais qui en fait s'effectue dans des conditions très très particulières. Donc c'est une espèce de retour, comme dirait, comme dans Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis, Back to the Trees, un espèce de retour à un état de nature, d'autarcie, d'autonomie, de communautés de petite taille, éventuellement de communautés de petite taille solidaires les unes avec les autres, mais donc un espèce de monde qui serait le seul possible, donc qui est en fait aussi le monde miroir du monde dans lequel on vit. C'est l'opposé du monde dans lequel on vit, et donc il y a une logique effectivement
le fait que le monde dans lequel on vit n'est pas possible, et donc seul son miroir, son opposé serait possible. Mais en fait, ce monde, il a quand même un certain nombre de conséquences. L'une d'entre elles étant que, en fait, dans les rêves de survivalisme de la collapsologie, même si c'est jamais vraiment quantifié et si c'est extrêmement difficile à faire, mais en gros, on peut imaginer que ça correspond à des populations humaines qui sont au maximum quelques centaines de millions d'habitants sur la Terre, qui pourraient vivre dans ces conditions. Alors, bon, c'est un débat qui n'est pas simple à mener, qui est un peu compliqué, et les expériences, disons, d'autonomie partielle peuvent donner des sentiments que en fait, ce serait possible à plus grande échelle, mais c'est quand même conditionné à tout un tas d'hypothèses, et puis au fait que c'est des autonomies partielles et que les derniers 10% d'autonomie peuvent coûter très très cher. Mais si on s'en tient à cet effet sur la population, ce que ça implique, c'est que en fait, derrière la collapsologie, il y a un génocide à une échelle qu'on n'a jamais connue. Et même si on arrivait à penser cet impensable, parce que c'est quand même proprement impensable, il y a une autre question qui émerge tout de suite derrière, qui est, mais comment c'est possible de faire disparaître sur les 10 milliards à venir d'habitants ou sur les 7 milliards actuels, 6 milliards et demi ou 9 milliards et demi? Comment ils disparaissent? Comment ils s'en vont? Comment ils cèdent la place aux autres? Et le degré de violence qu'il faut imaginer pour arriver à ce que cette opération de disparition se produise, en fait, est contradictoire avec la possibilité même de la collapsologie. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer, à partir du moment où on dit il n'y aura plus que quelques centaines de millions d'habitants sur la planète qui vont survivre, que les autres acceptent benoîtement leur destin et se laissent faire. Et dans tous les récits de collapsologie, ce qui est assez intéressant, c'est que ce passage-là n'est finalement jamais totalement explicité. Et évidemment, il n'est pas explicité parce qu'il est impossible à expliciter. Mais il est de l'ordre c'est un peu comme si on se réveillait d'un cauchemar ou comme si on s'endormait dans un rêve. En fait, on passe de ce monde invivable à un monde dans lequel, brusquement, les problèmes sont résolus. Et donc, le renoncement à trouver des solutions, en fait, il passe par cet artifice qui est une espèce de solution extrême, impossible, impensable, non énoncée dans ces conditions et dans ces modes d'application, qui la rend... je pense que c'est sur le plan du raisonnement, sur le plan éthique, sur le plan moral, c'est une faille majeure. Voilà, je veux dire, on ne peut pas passer par ce moment-là comme ça, sereinement, en sifflotant. Il faut expliciter ces conditions, et si on les explicite, fatalement, il y a des choses qui vont disparaître dans la collapsologie. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le raisonnement, Catherine a parlé de scientifique, je pense qu'effectivement, c'est une prétention, enfin, en tout cas, c'est un artifice ou un artifice rhétorique qui est employé, qui consiste à dire notre système est intenable et donc il va s'effondrer, est en fait un raisonnement qui refuse aussi d'aller jusqu'au bout de cette logique et qui serait d'étudier les modes d'effondrement des sociétés. Si on prend la société française après la défaite de 40, il y a eu un effondrement de la société, un effondrement de ses institutions, mais en fait cet effondrement, il ne correspond pas à une disparition subite d'une partie de la population, il correspond à l'établissement d'un régime totalitaire qui restreint et qui contraint les gens, qui organise un pillage et une forme de société très particulière à laquelle beaucoup de gens ont survécu. Donc en fait, la question n'est pas tellement la survie, la question est plutôt qu'est-ce qu'on accepte comme société quand une société s'effondre. L'idée que la société s'effondre et que les institutions disparaissent est une idée qui n'a en fait aucun sens. Les institutions ne disparaissent pas, les institutions démocratiques peuvent disparaître, mais quand une institution démocratique disparaît, elle est remplacée par une institution totalitaire. Et c'est le régime de la violence qui est sous-entendu dans la collapsologie est en fait indissociable d'un régime qui serait totalitaire juste après l'effondrement. Et cet effondrement qui conduirait au retour au village ou au retour au champ et à l'autonomie heureuse est en fait une fable qui n'a ni queue ni tête, fondamentalement. Donc, et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une grande lâcheté derrière la collapsologie, parce que, en fait, il
il y a un véritable refus de penser les conséquences de l'effondrement, qui sont un sujet en soi et qui sont quand même une préoccupation qu'on doit avoir, parce que on peut croire à l'effondrement d'un certain nombre de choses, des systèmes biologiques, des écosystèmes, on peut croire à un certain nombre de difficultés, de conflictualité très élevées qui peuvent monter, de migrants qui peuvent apparaître sur la planète et qui peuvent être des chocs majeurs sur nos modes de vie, sur nos sociétés, et qui peuvent les conduire hors de leur mur. Donc oui, voilà, il faut évidemment le regarder avec la méthode du catastrophisme éclairé, mais on ne peut pas écarter ces scénarios-là tout simplement. Mais si on ne les écarte pas, il faut aller dans toute la logique, dans tout le raisonnement, et savoir qu'est-ce que ça sous-entend, en fait, ou à quoi ça conduit ces effondrements. Et ces effondrements, enfin, je vais conclure là-dessus, mais j'ai été très frappé par le visionnage cet été de la série Effondrement sur Canal+, que vraiment je vous recommande parce qu'il y a une vraie tentative pédagogique d'élaborer autour de cet effondrement avec un certain nombre de discours qui sont assez intéressants et qui sont parfois assez réalistes, mais où tous ces éléments-là sont présents, c'est-à-dire ces institutions qui disparaissent, mais rien ne prend leur place, et ça c'est quand même un truc absolument incroyable. Les gens disparaissent, et ils ne laissent pas de cadavres derrière eux, c'est-à-dire on alterne des séquences avant l'effondrement où il y a plein de gens dans les rues, à des séquences après l'effondrement où il n'y a plus personne, il y a juste quelques individus qui errent à la recherche de on ne sait pas trop quoi, d'un mode de vie, mais en fait, les gens ont disparu, et il n'y a pas leurs cadavres, il n'y a pas les traces de la violence qui a conduit à leur disparition. Et donc ça aussi, c'est extrêmement étrange, cette vision des choses. Et je pense que c'est aussi en fait le cœur de la faiblesse et du malaise que la collapsologie peut générer chez certains d'entre nous. Merci beaucoup Xavier. Bruno, vous partagez ce jugement, cette grande lâcheté de la collapsologie et aussi à la suite de cette question, le modèle qui est toujours présenté, qui est mis en avant, c'est celui de la petite agriculture, de l'agroécologie, de la permaculture. Est-ce que face effectivement à l'érosion de la biodiversité, est-ce qu'on peut imaginer un modèle agricole soutenable répondant à cet effondrement et permettant de soutenir une population nombreuse? On ne vous entend plus. Bruno? Ah, voilà. Voilà. Donc, je vais parler agriculture et alimentation. Moi, le reste, je m'y connais moins. Bon. C'est pour ça qu'on vous a invité. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, j'ai été frappé par le Club de Rome. Voilà, comme tous les vieux, j'imagine, d'aujourd'hui. Bon, à ce moment-là, on était 3 milliards. Et puis, on disait, on n'arrivera jamais à se nourrir à 5 ou 6 ou 7 milliards. On n'a rien vu. La réalité, c'est qu'on mange beaucoup mieux sur une planète à 7 milliards et demi que quand on était 3 milliards. Si vous voulez, la population du monde depuis les années 60 a été multipliée par 2,5. Et déjà à ce moment-là, quand on était 3 milliards, on n'était pas flambard en agriculture. On n'était pas très bon. Les gens ne mangeaient pas bien, etc. Bon, on multiplie par 2,5. Et quelque part, avec le recul, on se dit ce serait bien que les paysans augmentent au moins de 2,5 la production agricole. Mais on a fait beaucoup, beaucoup plus que ça. En fait, on s'est aperçu qu'on en avait encore énormément sous le coude. En matière de riz, on a multiplié par 3,5, en matière de blé par 3,5, en matière de maïs par 5,5 et en matière de légumes par 4,5. Autrement dit, en fait, il y a beaucoup plus de chances d'avoir du pain dans sa boulangerie aujourd'hui alors qu'on est 7 milliards, ou bien un bol de riz en Chine alors qu'ils sont nombreux. Voilà, la Chine, puis, je vais en dire un mot, parce qu'à ce moment-là, c'était le symbole. C'est-à-dire, moi, mes parents qui voulaient bien m'éduquer me disaient toujours « finis ton pain avec tous ces Chinois qui ont faim ».
effectivement, sans vouloir critiquer M. Mao Tse-tung, il ne touchait pas sa bille en agriculture, on va dire. Hein. Et à ce moment-là, ben, vous vous souvenez d'une chanson qui disait qu'ils étaient 700 millions. Voilà. Ils pensaient que c'était beaucoup. Bon, alors, ils ont été sur la politique un enfant par femme, etc. Bon. Et c'est toujours intéressant de voir que quand on arrête de faire des enfants, la population double. Hein. Donc, ils étaient 700 millions, ils arrêtent de faire des enfants, soit 1,3 milliard, 1,3 milliard. Bon. Ils mangeaient très mal. Je veux dire, Mao Tse-tung avait une idée folle le matin en se rasant, c'était plusieurs millions de morts. On ne connaît plus du tout ça. Il y avait des millions de morts de faim. Bien. Ben, aujourd'hui, donc, la population chinoise a doublé. Pour le riz, ils ont multiplié par 3,8. Pour le blé, par 9. Pour le maïs, par 14. Et pour les légumes, par 13. C'est peu de dire que maintenant, on mange en Chine. C'est quand même impressionnant. Je veux dire, moi, mes enfants n'auraient jamais l'idée de dire à mes petits-enfants, finis ton pain avec tous ces Chinois qui ont faim. Je veux dire, la réalité, c'est que la Chine peut se nourrir alors qu'ils sont 1,3 milliard. C'est quand même assez impressionnant. Et d'ailleurs, la Chine est maintenant, peu de gens le savent, mais de très, très, très loin, la plus grande puissance agricole du monde. Ils sont premiers en tout, hein. Ils sont premiers en riz, ça leur revient de droit, mais ils sont premiers en blé. En maïs, ils sont qu'au second. Bon, les États-Unis les doublent. Bon, ils sont premiers en viande, ils sont premiers en œufs, ils sont premiers en fruits, ils sont premiers en légumes. Ça ne se voit pas, si j'ose dire, parce que leur riz, ils mangent, leur blé, ils le mangent, ils n'exportent pas, mais ils mangent 1,3 milliard quand même. Bon. Et ils arrivent avec des conditions écologiques qui ne sont pas du tout les meilleures de la planète, à se nourrir correctement. Et y compris, dans le même temps, ils se sont mis à manger de la viande alors qu'ils n'en mangeaient pas. Hein, pour situer, ils mangeaient à peu près 14 kilos de viande quand ils étaient, du temps de Mao Tse-tung, quand ils étaient 700 millions. Aujourd'hui, ils mangent 60 kilos. Donc la consommation de viande par tête de pipe a été multipliée par 4 et la population par 2. Donc, la production de viande en Chine a été multipliée par 8. Bon. Donc, par rapport à ces théories d'effondrement des années 60, moi je dis, ben, je n'ai rien vu. Bon, alors vu comme ça, bon, pour donner des chiffres en France, alors nous, ben, on était déjà dans la baisse démographique, on a multiplié que par 1,3. Hein. On était 50 millions, on est 67. Bon, mais on avait aussi, on en avait sous le coude, on a multiplié notre production de blé par 3,80, notre production de maïs par 5,7, notre production de poulet par 3,5, etc. Bon, et d'ailleurs, il y a quand même eu un crash test, je trouve vachement intéressant, avec le confinement, entre le mois de mars et le mois de juin. On est 440 millions d'Européens quand même. Hein. C'est un endroit du monde où, je veux dire, la densité a été très forte. Il y a eu une crise majeure de chez majeure. Les 440 millions d'Européens ont continué à manger. Bon, on s'est fait peur. Hein, on a dit qu'on allait manquer de farine, par exemple. On manquait de PQ, ça c'était un autre problème. Enfin, on a dit qu'on manquait de farine. Bon, il faut se rendre compte que les paysans français produisent 3 fois plus de blé que ce que les Français mangent. Donc, s'il y a un pays où il n'y a aucune chance de manquer de farine, c'est bien la France. En fait, il manquait de rapidité d'emballage de maïs par 1 kilo, de farine par 1 kilo, parce qu'évidemment, les usines qui ont fermé, ils sont livrés par camion, alors que nous, on voulait l'acheter par 1 kilo. C'est pareil pour les œufs. On a cru qu'on allait manquer d'œufs. Attendez, la France produit 40 millions d'œufs, elle en mange 40. Ce qui manquait, c'était des boîtes pour conditionner les œufs par 6. Et si vous voulez, il y a beaucoup de régions en Europe où les paysans ne peuvent pas nourrir leur population. Et quelque part, ça a été un crash test incroyable de la politique agricole commune. Tous les Européens mangeaient. Alors, on est 7,5 milliards et ils nous disent, mais c'est épouvantable, on va devenir 10 milliards, c'est impossible de nourrir 10 milliards. Alors, moi, j'observe que je commence à avoir le calme des vieilles troupes. Je veux dire, j'ai vu la population, depuis que je suis né,
passer de 2 milliards à 7,5, ça fait 5 milliards et demi de plus de gens. Il reste, paraît-il, 2 milliards et demi de plus à prendre. Donc, on a fait le plus gros. Et je ne vois pas pourquoi on va se dire maintenant, c'est au 8e milliard que tout va se casser la gueule, alors qu'on a fait le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e. Bon. Alors, effectivement, il faut continuer à augmenter la production agricole mondiale. Bon, à peu près de 70%. 30% parce qu'il y aura un tiers de population de plus. Si on passe de 7 milliards et demi à 10 milliards, ben c'est un tiers de plus. Donc, bon, moi, je suis ingénieur un peu bestial, c'est mathématique, 30% de plus. Ensuite, 30% parce qu'il y a de plus en plus de classes moyennes qui vont manger de la viande et boire du lait. Or, les produits animaux, en quelque sorte, c'est du concentré de produits végétaux. Il faut beaucoup de végétaux pour faire des animaux. Donc, chaque fois que des gens passent de végétariens carnivores, ils augmentent leur fonction sur la planète, à peu près 30%, et 10% parce qu'on va gâcher. Et qu'on gâche déjà énormément, et malheureusement, il y a une espèce de loi, plus on est riche, plus on gâche. Bon, donc, il reste ce défi d'augmenter de 70%. Alors, moi, quand je revois en arrière, depuis que j'étais étudiant, on a doublé, triplé, quadruplé. Donc, ce qui reste à faire, qui est d'augmenter de 70%, quand on le regarde en face, on dit mais c'est épouvantable. Mais quand on regarde en arrière, on dit mais attendez, c'est rien à côté de ce qu'on a fait. Alors, l'autre affaire, c'est... alors, je vois que... voilà, Clara parle en direct live de la faim. Alors, la faim, gardons notre sang-froid. J'ai retravaillé ça cette semaine avec le prix Nobel du programme alimentaire mondial. Si on prend beaucoup de recul, il y a une loi dans l'histoire de l'humanité, quelle que soit la population du monde, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. En 1900, on est 1,8 milliard. La moitié de la population se nourrit correctement, la moitié a faim. Grosso modo, le nord, le sud, hein, les colonisateurs, les colonisés. En 1950, on a rajouté 1 milliard, on est 2,8 milliards, et il y a 2 milliards de gens qui mangent à leur faim, 800 millions qui ont faim. Et aujourd'hui, on est toujours autour de 800 millions de gens qui ont faim. Mais on peut se dire, c'est quand même très énervant de voir qu'on ne peut pas terminer, et ces derniers 800 millions, pourquoi on n'arrive pas à les nourrir, c'est quand même très agaçant. Mais on peut quand même dire qu'on a nourri 5,5 milliards de gens de plus en un peu plus d'un siècle sur les mêmes champs. Je dis bien les mêmes champs parce que la réalité, c'est qu'on ne cultive pas plus de champs. On abat la forêt vierge comme des malades, etc. C'est complètement irresponsable. Mais on gèle, on goudronne, on érode plus de terre que ce qu'on gagne. Et donc, les vraies terres, celles qui servent notamment à faire les céréales, qui est quand même important, eh ben, on en cultive chaque année un peu moins. Hein, le maximum, c'était dans les années 70, on est arrivé à 780 millions d'hectares de céréales, maintenant on est plutôt à 700. Donc on a fait ça par productivité. Alors le problème maintenant, c'est que l'euphorie, on va dire, de l'agriculture, tout chimie, tout pétrole, l'agriculture très contestée maintenant, c'est des années 60 aux années 90. Entre les années 60 et les années 90, l'agriculture dite moderne, très artificialisée, a provoqué une augmentation absolument massive de la production agricole mondiale. Bon, par exemple, en France, on a triplé. Là où on faisait 2 tonnes et demie de blé, maintenant on fait 7 tonnes, 8 tonnes. Là où on sortait 3000 litres de lait d'une vache, maintenant on en sort 8000 litres, 9000 litres. Et donc, ça a été magnifique et ça a soutenu cette augmentation très importante de la population mondiale. Et donc, on a pu faire les deux choses en même temps. 1, on se reproduit. 2, on mange mieux. Alors, le problème, c'est que cette agriculture, tout chimie, tout pétrole, quelque part, est arrivée au maximum de sa productivité dans les années 90. Et par exemple, on est monté
à 7 à 8 tonnes de blé à l'hectare. Et depuis 30 ans, on est toujours à 7 à 8 tonnes. On n'est jamais passé à 10, à 12 ou à 15. Parce que les inconvénients de cette agriculture tout chimie, tout pétrole finissent par rattraper les avantages. Baisse de la biodiversité, érosion, baisse de la fertilité des sols, etc. Donc les gens qui regardent ça disent ben, ça va très mal se terminer, puisqu'on a augmenté, on stagne, ça ne peut que baisser. Voilà, moi je m'élève en fond, c'est que nous ne connaissons rien à l'agriculture. Nous ne sommes qu'à l'an 1 de l'agriculture. En fait, cette agriculture, tout chimie, tout pétrole, le tracteur, le labour, les pesticides, les engrais, etc., c'est un aveu d'incompétence. On ne connaît rien à la vie. Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase intéressante, c'est « on ne connaît que 10% des êtres vivants ». Je me suis toujours demandé comment ils faisaient pour compter les 90 qu'ils ne connaissaient pas. En fait, ce qu'on ne connaît pas, c'est les petites bêtes. Évidemment, les orang-outans, on les connaît tous. Bon, et ça, on sait bien qu'il y en a de moins en moins. Bon, mais ce qui est important, c'est les petites bêtes. Il y a beaucoup plus de petites bêtes que de grosses bêtes. Si vous voulez, par exemple, les bactéries qui sont dans nos champs, si on arrivait, juste dans nos champs, hein, sur les 3, 4, 5 mètres, si on arrivait à les peser, c'est 1200 fois le poids de l'humanité. On considère que dans 1 gramme de terre, il y a de l'ordre de 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. Je ne dis pas 4000 bactéries, je dis bien espèces. Hein. Sous 1 mètre carré de sol, on considère maintenant qu'il y a 230 millions d'êtres vivants. Et cette agriculture qui se dit moderne, c'est qu'elle ne connaît rien à ce qu'il y a dans le sol. Et donc, elle se dit, ben, il y a sûrement des trucs qui vont faire que de m'embêter, donc je retourne tout avec du labour et puis je mets des poudres blanches, violettes, jaunes à pois vertes qui vont tout détruire avec plein d'effets collatéraux. C'est seulement maintenant qu'on va faire connaissance. Grâce au progrès de l'informatique, d'Internet, etc., on va connaître, entre guillemets, c'est infiniment petit, et on est à la veille d'une nouvelle révolution agricole qui consiste à dire je connais intimement ce qu'il y a dans le sol et je vais passer des alliances avec toutes ces bébêtes au lieu de me méfier d'eux. Alors, par exemple, on va arrêter de labourer. Il faut couvrir le sol en permanence. On va arrêter de mettre des engrais chimiques. On va produire justement ces engrais directement dans son sol. On va arrêter les herbicides. L'herbicide, ça se cultive. On cultive des plantes qui vont nous aider à nous débarrasser des autres. Les insecticides, ça s'élève. On va élever des bébêtes qui vont manger les bébêtes qui mangent nos plantes. Et autrement dit, malgré ce que j'ai dit, on a augmenté considérablement la production agricole depuis les années 50. On est encore à l'an zéro de l'agriculture. C'est seulement maintenant qu'on va avoir le minimum de compétences et la nature peut donner beaucoup plus si on fait des alliances avec la nature que si on ne cesse de lutter contre elle. Et notamment, par exemple, on voit, et j'en termine avec ça, oui, les 2 systèmes de production agricole qui produisent le plus, ils n'ont jamais vu un paysan, ni un labour, ni de l'engrais. C'est la forêt vierge et la prairie naturelle. Et donc, en fait, l'idée de pouvoir augmenter encore de 70% la production agricole mondiale est tout à fait crédible, mais évidemment, ça nécessite de faire vraiment de l'agriculture, ce qu'on n'a pas commencé à faire depuis des millénaires, c'est-à-dire à comprendre ce qu'il y a sous nos pieds et à passer des alliances avec cette nature qui peut donner beaucoup, beaucoup plus que ce qu'elle donnait jusqu'à maintenant. Donc moi, je n'ai aucune inquiétude sur la capacité, si on le veut, de nourrir 10 milliards d'habitants, même avec le réchauffement de la planète. Excusez-moi, je suis toujours un peu long. Merci Bruno. En tout cas, merci pour ces arguments qui vont un peu à contre-courant quand même. Est-ce qu'il y a des questions autour de ce qui vient d'être dit, soit par Bruno, soit par Xavier, soit par Catherine? Non, oui. Vas-y, Clara. Oui, ouais. Bonjour. La question, c'est, on n'a pas encore parlé de la crise du Covid, mais on annonce à cause
justement de la pandémie, aussi des répercussions dans l'alimentation. Est-ce que justement par rapport à la collapsologie, à l'analyse de l'effondrement telle qu'on la concevait jusqu'à maintenant, le coronavirus n'est pas un élément qui va précipiter aussi en quelque sorte les choses? Est-ce que nos experts ont intégré cette donnée de la pandémie dans ce qu'on dit aujourd'hui de la collapsologie, de l'effondrement? Voilà, ma question. Qui veut répondre? Catherine? Il faut mettre le micro. Oui, je réponds parce que en questionnant la question, ça fait mon métier. Il faudrait peut-être que la personne qui vient d'intervenir précise quel type de répercussions sur l'agriculture elle a en tête. Ben, ne serait-ce que parce que si les paysans sont malades, ils vont pas pouvoir cultiver leurs champs et que on voit qu'ils ont aussi du mal à trouver des ouvriers pour récolter, même en Europe. Hein. Oui, Bruno. Bon, écoutez. Facteur humain qui est inhérent aussi à l'agriculture. On ne fait pas de l'agriculture qu'avec des machines. Alors, c'est vrai que au mois de mars, avril, mai, on s'est fait peur. J'ai répondu à beaucoup d'interviews, à beaucoup de journalistes là-dessus. Bon, alors tout est relatif. Hein. La nourriture la plus essentielle, qui sont les céréales, il n'y a aucun problème de Covid. Je veux dire, avec 2 personnes, une sur le tracteur, une sur la moissonneuse-batteuse, on récolte 300 hectares de blé dans une journée. Même pour les pommes de terre. C'est 2 personnes, 200 hectares de pommes de terre dans la journée. Autrement dit, il n'y a eu strictement aucune incidence du Covid sur la récolte des choses les plus essentielles, le blé, le riz, le maïs, la pomme de terre. Bon, alors il y a d'autres maladies. On voit qu'il y a des maladies qui affectent en ce moment la canne à sucre, la betterave à sucre, etc. Mais enfin, ce n'est pas le Covid. Bon, alors ensuite, il y a eu le problème de la récolte des fruits. C'est qu'effectivement, la plupart des fruits se récoltent à la main. Et que, par exemple, en France, il y a 280 000 ouvriers agricoles qui passent chaque été pour récolter nos fruits. Et comme c'est un métier très dur physiquement, très mal payé et très mal logé, on va dire, au début, en tous les cas, en mai-juin, on s'est demandé si on allait réussir à récolter nos cerises, nos fraises, nos melons, etc. Et puis, heureusement, il y a eu un petit répit, on a rouvert, etc. Et globalement, ça a quand même marché. Mais mettons les choses au maximum. Hein. Il y aurait eu une vraie fermeture des frontières et on n'aurait pas eu des immigrés qui viennent ramasser les cerises, on aurait quand même mangé du pain. Hein. Je veux dire, et au bout d'un moment, il faut revenir en période de crise à l'essentiel. Ceux qui ont toujours mangé les Français. Les Français, ils mangeaient du pain. Alors, je ne vais pas faire de la pub pour mon nom, mais grâce à Parmentier, ils se sont mis à manger du pain plus des pommes de terre, ce qui a baissé les crises, et du vin, parce qu'on mettait de la vigne partout où le blé ne pouvait pas pousser. Alors, je ne sais pas si le vin est indispensable, à la joie humaine, oui, mais bon, à l'alimentation, pas forcément. Mais en tous les cas, les choses essentielles pour pouvoir manger n'ont jamais été mises à mal. Bon, et donc, moi je dis qu'il n'y a pas vraiment de problème. Alors, c'est vrai qu'avec cette agriculture écologiquement intensive, elle sera plus intensive en matière grise et un peu en nombre de bras dans les champs et un peu moins en tracteur. Mais c'est d'abord de la matière grise. Je veux dire, moi, je ne suis pas inquiet. Et de toute façon, actuellement, en plus, il fait meilleur vivre à la campagne en période d'épidémie qu'en ville. Hein. On a moins de chances on est au bonheur, on a moins de chances de se faire contaminer. Donc, moi, je ne suis pas du tout inquiet pour les récoltes à cause du Covid. Merci. Maintenant, il peut y avoir d'autres maladies. Bon, parce que le Covid, grosso modo, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas spécialiste, mais c'est très contagieux, mais ce n'est pas très mortel. Donc, finalement, la mortalité humaine
en 2020, elle ne va pas beaucoup changer. On s'est tous fait peur, mais on est très très loin de l'extension, de l'extinction de l'espèce que prévoient les collapsologues. Hein. Bon, donc, il va y avoir de la main-d'œuvre à la campagne pour travailler. Il y avait une question de Olivier Descamps. Olivier? Ah. Alors, les sécheresses. Je réponds aussi. Alors, les sécheresses. Très rapidement sur les sécheresses, Bruno, s'il vous plaît. Globalement, le réchauffement de la planète. Bon, le réchauffement de la planète est un défi. J'admets que moi, je n'avais pas visualisé à ce point-là quand j'étais étudiant. Bon. Et c'est un défi qui la concerne extrêmement directement, l'agriculture. Bon, ça c'est vrai. Parce que l'agriculture, c'est les principales victimes. Hein, c'est eux qui utilisent l'eau, c'est eux qui utilisent le rayonnement solaire, etc., qui ont peur de la grêle, qui ont peur des tempêtes, des épidémies, des maladies, etc. Bon, alors c'est vrai. Bon, par exemple, soyons en France. Les effets du réchauffement climatique sur l'agriculture en France, ça dépend d'où vous habitez. Ça dépend d'une ligne qui va de Bordeaux à Valence. Au sud de la ligne Bordeaux-Valence, quoi qu'il arrive, on produira moins. Et puis alors, quand on est en Espagne, n'en parlons pas, et quand on est au Maroc, n'en parlons pas. Au nord de cette ligne Bordeaux-Valence, ça va être plus compliqué, mais il y a des chances raisonnables de produire plus. Donc c'est vrai qu'au niveau géopolitique mondial, le problème c'est que c'est dans les pays tropicaux qu'il faut augmenter massivement la production agricole parce que les gens ne mangent pas encore bien, et c'est là qu'il y a encore de l'augmentation de la population. Mais si on est en France, enfin je vais être très très cynique, on peut très bien continuer à manger en France avec 15 départements qui arrêtent de produire de la nourriture. Si c'est les 15 départements du Sud, il n'y aura pas le petit... Vous savez, on croit tous que le melon est de Cavaillon, mais pas du tout. Le melon, il est de Poitiers. Le melon de Cavaillon, c'est un tout petit parti du... etc. Donc, c'est vrai que le réchauffement climatique est un gigantesque défi pour l'agriculture. Mais dans les pays tempérés, on peut quand même s'en sortir. Dans les pays tropicaux, c'est un énorme défi. Et donc, il va falloir plus de solidarité. Et par exemple, de la même manière qu'on a inventé des solidarités autour de l'Europe pour pouvoir manger, y compris dans des pays du nord de l'Europe qui n'arrivent pas à se faire à manger, j'espère qu'on va inventer des solidarités, par exemple, autour du bassin méditerranéen, parce qu'avec le réchauffement climatique, il y a des chances de produire du rap de blé en Beauce et il n'y a aucune chance de produire assez de blé en Égypte. Et donc, quelque part, c'est bien de produire du rap de blé en Beauce pour nourrir les Égyptiens. Donc, j'espère qu'il y aura ça. Mais au total, je pense qu'on peut y arriver. Olivier, tu avais une question et après Esther. Bon, Esther. Oui, une question pour Catherine Larère. Pour vous, envisager le pire, c'est se dispenser de penser, se dispenser d'agir. Est-ce que l'accumulation, la multiplication d'informations très souvent négatives ne conduisent pas un peu naturellement à se dire mais à quoi bon? Et il y a quand même tout un tas un faisceau comme ça de sources d'informations qui sont quotidiennes, qui nous incitent à penser que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Quelles armes face à ça? Quels outils intellectuels, spirituels ou philosophiques pour y faire face? Alors, si vous voulez, bon, merci de votre question parce que elle me permet de mettre l'accent sur ce qui est un de nos arguments, de nos lignes d'argumentation, qui est répondre à la collapsologie, c'est passer de la catastrophe aux catastrophes. Je suis d'accord avec ce que disait Xavier, la situation elle est mauvaise. Elle est mauvaise, mais comment est-ce qu'on l'envisage dans son caractère mauvais? Nous nous laissons impressionner par une série de chiffres qui sont des chiffres globaux. Si vous prenez, bon, on l'a vu, hein, ce qu'on a appelé la grande accélération, si vous prenez une série de chiffres globaux sur la production, sur des données climatiques, des données de population, vous allez, et si vous mettez en regard
bon, de ce qui est effrayant dans cette augmentation, cette accélération, si vous mettez en regard toujours au niveau global ce qui est fait, il y a effectivement à être déprimé, plus que déprimé. Hein, et de se dire, il n'y a qu'une chose à faire, c'est essayer de trouver un moyen de s'en tirer, hein, aller vivre à la campagne. Alors, ce sur quoi nous insistons, c'est que ben, le global, c'est important, c'est très important pour lancer l'alerte, hein, pour bon, les augmentations d'émissions de CO2 ou l'érosion de la biodiversité, pas seulement les disparitions d'espèces, mais les baisses de population. Bon, tout ça, c'est important. Mais ça n'indique rien à faire et ça ne permet de rien véritablement appréhender. Par exemple, on peut vous dire la température va se réchauffer globalement, mais les rapports du GIEC ont été incapables, étaient incapables de prévoir, ils le reconnaissaient eux-mêmes, que en Sibérie, ça irait plus vite, par exemple. Ça se réchaufferait plus vite au pôle que dans des régions plus tempérées. Donc, c'est pourquoi nous nions pas qu'il y ait des catastrophes. Nous disons déplacer l'attention d'une globalité qui est effrayante à la multiplicité des choses qui se font et qui ne sont pas toutes effrayantes. Il y a d'une part, tout le monde n'est pas complètement désarmé devant des politiques qui sont des politiques d'augmentation du trafic aérien, etc. On peut penser à Notre-Dame-des-Landes. On a arrêté l'extension, le déplacement de l'aéroport, alors que tout le monde vous disait c'est un mouvement irrésistible que celui de l'augmentation du trafic aérien. On a, bon, Bruno Parmentier vient vous le dire, il y a des tas d'endroits où on arrive à produire. Donc, arrêtons de prendre une vision globale des chiffres globaux, c'est une façon d'attirer l'attention, mais d'avoir peur et de ne pas voir comment y répondre. Et étudions la diversité des situations. Alors là aussi, je reprendrai l'exemple du Covid. Hein. Si on regarde la propagation de la pandémie, c'est proprement effrayant. Si vous prenez la grippe espagnole, elle met 2 ans à se répandre dans le monde. Le Covid, ça met 3 mois. Et ce n'est pas le virus qui se déplace, hein. C'est nous qui nous déplaçons, c'est nous les humains. Donc ça montre une connexion, une rapidité de transport, c'est extrêmement effrayant. Si maintenant vous prenez région par région, vous vous rendez compte qu'il y a une grande diversité de réactions. Que par exemple, en Allemagne qu'en France, ou que l'Afrique disait un Covid ravageur, finalement, n'a pas été tellement atteinte. Donc, dès qu'on sort de la globalité et qu'on regarde un peu ce qui se passe, eh bien, on est beaucoup moins inquiet. Je vais prendre un exemple. J'ai eu en janvier 2020 un débat avec Yves Cochet autour de la collapsologie. C'était le moment où il y avait des méga-feux en Australie. Et donc, me disant, on va débattre des méga-feux en Australie. Je ne suis pas spécialiste de la forêt, donc je vais regarder ça d'un peu près pour pouvoir discuter avec lui. Il n'en a pas parlé, parce qu'il s'en moque des méga-feux en Australie. Ce qui l'intéresse, c'est la catastrophe globale. S'il regarde des chiffres, ça sera l'augmentation globale des incendies, l'augmentation globale de la sécheresse. Ma réponse à votre question, c'est ne restons pas au global, il en faut, mais regardons ce qui se passe dans la diversité des situations, et on verra qu'il n'y a pas un destin inévitable, il y a une multiplicité possible. Xavier, vous vouliez intervenir? Oui, je voudrais intervenir, et puis il y a une remarque sur le chat d'Olivier Descamps qui me paraît assez juste. Je pense que on ne peut pas juste répondre par l'optimisme au catastrophisme des collapsologues. Je pense que c'est très important de prendre la mesure de la gravité de la situation et des scénarios qui sont devant nous. Et ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui qui nous indique ce qui va se passer demain. La réalité du changement climatique, c'est le changement. Donc, ce qui était difficilement imaginable il y a 10 ans et qui est aujourd'hui notre quotidien, c'est-à-dire plus de sécheresse, des événements climatiques extrêmes, des endroits dans lesquels on voit les effets immédiats et conséquents du changement climatique, que ce soit la Sibérie ou que ce soit des endroits où, par exemple, le nombre de jours où les températures sont létales
devient significatif, des rendements agricoles qui peuvent diminuer dans certaines parties du monde. Donc tout ça, c'est des réalités d'aujourd'hui. Mais c'est des choses qui étaient inimaginables il y a 10 ans. Et ce qui va se passer dans 10 ans, suivant les scénarios, et c'est très important d'avoir en tête ces scénarios, on est aujourd'hui sur des dynamiques, si on ne fait rien, auxquelles la possibilité de l'adaptation n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité d'adaptation. Et donc, du coup, c'est difficile dans ces conditions de ne pas prendre au sérieux le pessimisme. C'est-à-dire, quand on parle de catastrophe, il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire. C'est des catastrophes. Ce n'est pas des situations nouvelles qui sont porteuses d'opportunités et auxquelles on peut nécessairement et avec foi s'adapter. Alors, mais je pense qu'en amont, il y a encore autre chose, c'est qu'on ne peut pas non plus penser la catastrophe que pour l'adaptation. Un des enjeux, ça reste, pour employer un mot qui n'est pas très français, la mitigation, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour limiter le changement climatique. Et si on manipule ces scénarios de catastrophe, c'est précisément pour trouver la motivation, la force, l'énergie, les ressources à consacrer, c'est-à-dire tout ce qu'on va accepter tout ce à quoi on va accepter de renoncer pour limiter le changement climatique, parce que on veut précisément éviter ces catastrophes. Alors là, c'est opposé au pessimisme de ces scénarios, non pas l'optimisme de on pourra toujours s'adapter et on y arrivera et vous verrez, tout va bien se passer, mais pour y opposer l'énergie de la volonté, qui consiste à dire on peut encore changer quelque chose. Donc, ce qui est une autre forme d'optimisme d'une certaine façon, mais qui demande quand même, non pas simplement de dire attendons de voir, ça va bien se passer, mais qui demande de prendre aujourd'hui un certain nombre de décisions résolues et qui peuvent permettre d'envisager de modifier le cours des choses. C'est aussi ce à quoi la collapsologie nous demande de renoncer. C'est la possibilité de la mitigation. Sous l'idée que plus rien n'est possible. Justement, les scénarios de mitigation donnent une part importante à l'innovation technique. Il y a bien sûr les politiques, la sobriété, l'organisation sociale, les transports, etc. Mais il y a une part importante de technique. On ne fera rien sans l'éolien, sans le photovoltaïque. Et moi, ce qui me frappe dans les écrits des collapsologues, c'est une espèce de dédain total pour la technologie, comme si elle était intrinsèquement mauvaise. Comment on explique ça? Est-ce que c'est parce que le déploiement des éoliennes, des champs solaires, c'est lié à des grands groupes, c'est à quelque chose de très capitaliste, entre guillemets, qui ne plaît pas? Est-ce que c'est une attitude philosophique par rapport à la technologie qui nous renvoie je sais pas, à des penseurs comme Habermas, ou je sais pas, une espèce de pessimisme technique? Comment vous voyez ça? Peut-être Catherine ou Xavier? Oui, alors, sont-ils, d'une certaine façon, ils comptent les collapsologues sur la technique, hein, puisque, en fait, ils ne remettent pas en cause la politique de gestion mondiale par les limites planétaires, ce qui suppose un gros investissement technique. Donc, c'est plutôt dans l'insistance qu'ils mettent sur le cheminement intérieur, hein, la question qui a été posée sur le côté spirituel, hein, c'est parce qu'ils mettent l'accent sur la façon dont chacun doit se reconvertir en lui-même pour accepter la fin et voir la possibilité de vivre quand même pas trop mal, hein, puisque Servigne parle de happy collapse, hein, d'apocalypse heureux ou d'effondrement heureux. Donc, je crois que c'est en fait... Bon, je trouve que Xavier a très bien montré tout ce que la collapsologie laisse dans l'ombre. Je pense qu'il laisse dans l'ombre ce qui suppose de techniques encore existantes
pour mettre l'accent sur une dimension finalement personnelle et privée. Et donc, de ce point de vue-là, et on peut dire qu'il s'appuie sur quelque chose de juste. On n'y arrivera pas à faire face aux énormes problèmes qu'on a uniquement avec des innovations technologiques. Parce que les innovations technologiques, elles ne vont pas sans un ensemble de rapports sociaux qui, certains risquent de continuer les problèmes au lieu de les supprimer. Donc, je pense que c'est plutôt... Ça montre, me semble-t-il, moi, le public de la collapsologie, ce sont des individus qui ont peur. Et on leur apporte les moyens on prétend leur apporter les moyens de surmonter leur peur, mais sur fond d'une indifférence pour ce qui se passe politiquement et collectivement. Alors, je crois que c'est particulièrement vrai, cette réticence à la technique sur l'agriculture et l'alimentation. C'est vraiment le secteur par essence où on adore être ringard. Je veux dire, on veut manger comme bonne maman, tout ça, etc. Bon, alors que personne ne veut aller à l'hôpital se faire opérer à l'ancienne. Et donc, cette idée de dire la seule moyen de s'en tirer, c'est faire comme Yves Cochet, avoir son lopin de terre, son cheval pour labourer, et chacun se produit sa petite nourriture de son côté, c'est absurde. Je veux dire, c'est nier le fait que l'agriculture, c'est une science, la biologie, c'est une science, etc. Et puis, je veux dire, on n'a pas du tout donné notre dernier mot sur la capacité de comprendre et de faire avec la nature. Et donc, cette idée de dire, a priori, c'est foutu, et sur l'agriculture, toutes les technologies sont louches, sont délétères, sont dangereuses, etc. Chacun son jardin potager, je m'installe à la campagne pour faire mes 3 carottes, c'est absolument absurde. On est 7,5 milliards, il faut qu'il y ait des gens qui fassent à manger pour les autres. Bon. Et il y a quand même, je ne sais pas dans d'autres secteurs, dans l'énergie sûrement, mais en tous les cas en agriculture, j'insiste, on est vraiment qu'au début, quoi. On a énormément encore à inventer pour trouver une agriculture intensive en écologie au lieu d'une agriculture intensive en pétrole, en tracteur, en chimie et en produits cancérigènes. Voilà. Et Xavier, vous parliez d'un récit du découragement chez les collapsologues. Qu'est-ce que ce serait un récit de l'encouragement? Est-ce que ce qui rend le discours actuel de la transition écologique peut-être pas très encourageant, c'est son manque de dimension sociale. On le voit un peu avec le résultat, par exemple, de la Convention citoyenne, où effectivement, la dimension, on a l'impression que la transition est quelque chose de très technique, justement, et tout l'aspect social. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que le discours collapsologue séduit, parce que le discours de la transition n'est pas tellement convaincant, finalement. Il n'est pas convaincant, il est pas complètement convaincant, on va dire, pour le négatif. Et il est aussi porteur d'un certain nombre de menaces. Et donc, je pense qu'on ne peut pas rentrer dans un espèce de discours qui serait très néolibéral et qui consisterait à dire la transition, il n'y a pas le choix. La technique ou la technologie ou la technostructure ou la complexité, il n'y a pas le choix. Et on va de toute façon, et d'ailleurs, il y a tout un tas d'autres choses qui sont, on va dire, hiérarchiquement secondaires par rapport aux enjeux de la transition. Et donc, on va construire une société entièrement dirigée vers la transition, comme on a construit une société dirigée vers la globalisation, comme on a voulu construire une société dirigée vers la globalisation au moment du néolibéralisme. Mais c'est un autre néolibéralisme possible, en fait, qui est comme Catherine Audiard le dit, c'est le fait d'adapter la société aux circonstances, et donc de renier, de nier à cette société les possibilités de son autodétermination. Donc, je pense que tout discours de transition n'est pas nécessairement un discours attirant. Et tout discours sur la technologie peut aussi être vu comme un discours de fuite en avant. Et c'est une critique qui est très importante parce que aujourd'hui, il n'y a pas de discours de transition
qui soit un discours totalement raisonnable, au sens où il a fait la démonstration de sa soutenabilité, de sa possibilité et de sa désirabilité, d'une certaine façon. Donc, il faut aussi accepter, de l'autre côté, cet élément-là, sachant que la réponse de la collapsologie, c'est une réponse qui est éminemment individualiste et anarchiste, en fait. Or, la question qui se pose, c'est pas de choisir entre la technique et l'anarchie. La question est de choisir entre la société et l'absence de société. La collapsologie, c'est l'absence de société. Ça peut être avec de la technique, ça peut être avec de la technologie. Il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y a pas de technologie dans une société individualiste et anarchique. Et il n'y a pas de raison non plus de penser qu'une société a besoin de la technologie. Alors, on peut discuter est-ce que c'est possible ou pas, mais en tout cas, il n'y a aucune raison de dire on a besoin d'une fuite en avant technologique pour se sortir de la situation dans laquelle on est. Et je pense que le discours humaniste qu'on doit avoir, c'est un discours humaniste de la transition dans lequel on doit remettre la société humaine dans la transition. Après, la technologie, la technique, tout ça, c'est des éléments qui sont presque secondaires. Donc, moi, je pense que le cœur du débat, il est entre est-ce qu'on est prêt à faire société dans la transition, avec tout ce que ça implique aussi en termes politiques, en termes démocratiques, en termes de liberté individuelle à l'intérieur d'une société, ou est-ce qu'on veut retourner à la guerre de tous contre tous, qui est le modèle implicite de la collapsologie. Voilà, donc c'est entre ces deux éléments-là, et après, le discours sur la technologie, il ne faut pas le nier, et la technologie fait partie de la transition, mais elle est aussi le problème de la transition. S'il n'y avait pas la technologie, il n'y aurait pas de question de transition. Voilà, donc les sociétés bio-organiques ne provoquaient pas le changement climatique à la vitesse à laquelle elles le provoquent. Donc, on ne peut pas non plus tenir un discours sur c'est la technologie qui va nous sortir de ça. Parce que derrière ce discours, en fait, il y a tout un tas de conséquences qui sont l'aliénation des sociétés en fait, à leur situation technologique. Donc, voilà. Donc, et encore une fois, je ne suis pas un anti-technologiste et je ne cherche pas à dire qu'il faut renoncer à la technologie, mais le problème auquel on est confronté, c'est de remettre la société avant la technologie et de prouver que les sociétés peuvent contrôler les technologies qu'elles emploient. Et ce n'est pas une chose facile à prouver. Esther, tu avais une question? Oui, j'ai une question pour Catherine Larère. Le discours des collapsologues trouve un très grand écho auprès de la jeunesse, qui peut susciter ou provoquer même des états de détresse, des états même dépressifs ou de déni, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à vivre au jour le jour, quitte à se couper complètement de l'actualité. Je connais des cas aussi comme cela, qui vont un peu dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur fournir comme outil pour leur redonner le sens à la fois du combat, le sens de l'envie de vivre aussi, d'avoir envie de voir plus loin? C'est pas très facile de répondre à votre question. Alors, première chose, c'est vrai que un des publics, c'est la jeunesse, c'est une jeunesse inquiète, et que la collapsologie répond à une angoisse, on lui a donné des noms, solastalgie, etc., répond à une angoisse sans, à mon avis, donner les moyens d'en sortir. C'est-à-dire en enfermant les gens dans leur individualité, dans une recherche purement privée, personnelle, individuelle, qui ne permet pas d'avoir prise sur la situation. Si on pense que la collapsologie est le constat d'une impuissance, on ne se sort de là qu'en reprenant de l'action. Donc, de ce point de vue-là, on peut faire quand même une grosse différence. Le problème avec la collapsologie, c'est qu'elle rayonne, et quand on en connaît le noyau dur, c'est pour ça qu'on a tendance à réduire un cocher qui atteint un niveau de ridicule difficile à soutenir, mais à partir de là, ça diffuse. Bon, je ne pense pas du tout que... Mais
ça ne veut pas dire que tout le monde est collapsologue. Je ne pense pas du tout que Greta Thunberg soit collapsologue. Parce qu'elle fait des manifestations, parce qu'elle appelle à des manifestations. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un appel à l'action. On n'est pas uniquement dans le repli sur comment on va faire pour s'en sortir individuellement. Ce qu'on peut critiquer dans ce que fait Greta Thunberg, ou à moindre degré Extinction Rébellion, c'est que ce sont finalement des actions politiques très traditionnelles qui visent à agir sur les gouvernements, à faire la pression sur les gouvernements pour qu'ils fassent quelque chose. Donc, et on peut se dire qu'il y a des façons pour la société civile, disons, de prendre plus directement contrôle de la situation. Et donc, moi je pense qu'il faut... Alors, on ne va pas dire aux gamins qui ont 18, 19, 20 ans, faites ci, faites ça. Mais je pense qu'on peut réfléchir sur ce qu'il fait et sur les jeunes. Avec le Covid, la différence de génération a pris une énorme importance. Hein. On n'est plus uniquement dans les classes sociales. Tout d'un coup, les pôles générationnels, ça joue. Et moi, je pense que bon, regarder ce qui se passe et se rendre compte que tout le monde n'est pas en train de faire des chemins intérieurs pour essayer de se trouver zen dans une situation angoissante. Moi, je pense qu'il faut regarder autour de soi, voir ce qui se passe. Et donc, il vaut mieux être Greta Thunberg que Collapso. Il vaut peut-être mieux être Extinction Rébellion que Collapso. Il y a des quantités d'expériences, de luttes diverses. Bon, moi, j'ai un petit-fils qui a 20 ans. Il est pas extrêmement écolo, mais il n'est pas collapso. Il milite dans d'autres choses. Hein. Je pense que c'est en reprenant contrôle en voyant que quelque chose se fait, qu'on peut regagner confiance et se remettre à agir. D'autres réactions, questions? Esther, tu voulais... Oui, Xavier Timbaud, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Ça n'est pas tant la perception d'une apocalypse, l'avènement d'une apocalypse qui est à redouter, que la résignation et le renoncement. Et parce que ça peut mettre un frein, ou cela peut amener toute une partie de créativité aussi, d'envie de recréer des liens ou d'autres choses pour permettre justement de faire face aux menaces. Et alors, est-ce que vous pourriez développer ce point qui est vraiment capital, c'est la créativité. Est-ce qu'on a encore envie de créer et pourquoi le faire? Oui, effectivement, c'est un point capital. Je pense qu'il faut bien. Enfin, moi, j'aurais. En tout cas, j'aimerais savoir ce que Catherine éventuellement en pense, mais je pense qu'il faut bien distinguer la sidération face à des événements qui sont durs, mais qui est une réaction en fait assez humaine d'un côté, et puis de l'autre côté, la résignation, qui est un choix assez radical et qui consiste à dire je ne peux rien y faire. Voilà. Alors, la sidération, c'est humain, et on peut essayer de la combattre. La sidération, elle est induite par ce qu'on nous dit, ce qu'on observe, ce qui se profile. C'est sidérant d'une certaine façon, parce que ça menace nos modes de vie, mais ça menace aussi l'humanité, ça ouvre des champs d'une complexité phénoménale. Donc oui, c'est un monde qui est dur quand même, ce monde qui se profile. Il n'est pas facile. La jeunesse, elle est inquiète, mais enfin, d'abord, il n'y a pas que la jeunesse qui est inquiète. Et puis, il n'y a pas que la jeunesse qui est inquiète, et puis il y a quand même des motifs d'inquiétude. Donc voilà. Alors, par rapport à ça, donc, du coup, moi je pense que vraiment la résignation, c'est la mauvaise réponse à la sidération. La sidération, c'est normal.
c'est lié à la dureté du diagnostic. La résignation, c'est et la résignation individualiste, c'est celle du collapsologue, c'est quelque chose qui est, qui est à la fois éthiquement et moralement condamnable et qui ensuite produit la catastrophe. Donc, faut voir aussi ça, c'est que c'est une des conditions de la catastrophe, c'est la résignation. Bon, moi, quand alors, je suis pas sûr que ce soit un très bon raisonnement, une très bonne analogie, elle a des limites, mais quand j'essaye de discuter de tout ça avec mes étudiants, j'essaye de les entraîner sur un terrain qui est celui de, imaginez-vous aux États-Unis avant Pearl Harbor, face à la catastrophe annoncée de la guerre mondiale, des difficultés que la guerre mondiale pose, et de la tentation de dire, restons dans notre coin et soyons neutres dans ce conflit qui n'est pas le nôtre, qui ne nous menace pas directement, laissons ce qui doit se passer, et de toute façon, il en viendra un nouvel équilibre dont on essaiera de profiter, mais ce que ça nous coûterait d'essayer d'intervenir là-dedans, compte tenu des incertitudes qui seraient liées à notre intervention, est tel que ça ne vaut pas le coup de le faire. Donc, je pense qu'on est un petit peu dans ce cas-là. Alors, un petit peu dans le sens où on ne peut pas non plus choisir ce scénario de la neutralité par rapport au changement climatique. Mais on doit aussi, du coup, et ça, j'appellerais ça la sidération, qui se transforme en résignation ensuite, et qui conduit, et qui engendre la catastrophe. Et puis, de l'autre côté, il y a le moment où on se mobilise, au sens strict du terme, pour dire, on est face à un défi qui est incommensurable, mais dans lequel nos sociétés, et nos sociétés qui peuvent conserver la démocratie, puisque c'est quand même, on peut discuter de la démocratie américaine, mais c'est quand même un des rares exemples, avec l'Angleterre aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'une société qui reste démocratique dans un conflit militaire. Donc c'est pas... Bon, là aussi, il faudrait peut-être regarder de façon historique un petit peu plus précise, mais je pense qu'il y a quand même cette intuition derrière cet événement-là. Voilà, c'est comment on peut arriver à rester une société démocratique et en même temps se mobiliser face à un problème d'une ampleur démesurée pour finalement y apporter une réponse. Et une réponse, on peut le regarder aujourd'hui, mais on peut le questionner aujourd'hui, mais finalement, c'était presque inéluctable la victoire des démocraties contre les forces des États-Unis, contre les forces alliées. Donc, voilà, je pense que c'est par rapport à ce genre de situation qu'il faut se placer. Alors, c'est une mauvaise analogie pour des tas de raisons, mais je pense qu'elle peut avoir un petit peu de pédagogie pour faire comprendre ce que c'est que la sidération et la résignation, et les dangers que ça peut représenter, et qu'est-ce que ça veut dire la créativité, qu'est-ce que ça veut dire la mobilisation. Donc, c'est Merci Xavier. Je vois que Catherine voudrait intervenir. Il faut que tu mettes ton micro, Catherine. Et peut-être que tu pourrais en même temps... Et alors j'ai vu la question. Oui, tu pourrais répondre à Clara. Parce que ça allait dans le sens. Tu écris dans ton livre que la collapsologie, c'est une posture radicale, mais radicalement apolitique. Je pense que on tourne un peu autour de ça. Alors, je voulais répondre en ce sens. Bon, si vous voulez, c'est la différence entre Cochet et Servigne. Bon, Cochet, c'est le repli individuel et la guerre de tous contre tous. Servigne, c'est des formes de solidarité, d'entraide, et on peut se dire, c'est des formes collectives, on n'est pas dans l'individualisme radical. Alors, ce qu'il faut voir, et on a dit aussi, ils sont plutôt libertariens, c'est-à-dire individualistes, que libertaires. En ce sens qu'il y a un moment où des gens comme Servigne disent, mais finalement, tout va dans notre sens, hein, que ce soit la permaculture, même Notre-Dame-des-Landes, ou d'autres expériences. Et
ils essaient donc de tout récupérer avec deux arguments qui me paraissent faux, de dire d'une part, ceux qui sont sur des expériences, ils sont persuadés ils sont collapsologues, alors ils prennent des statistiques qui disent qu'on a, je vois la référence à Notre-Dame-des-Landes, on a interrogé les gens de Notre-Dame-des-Landes et ils disaient qu'ils croyaient à l'effondrement. Bon, ce qui importe, c'est ce qu'ils font, c'est pas uniquement ce qu'ils pensent. Hein. Si je prends une analogie, une des dernières barricades à être tenue à Paris au moment de la Commune de Paris, c'est une barricade de femmes et la tête de la barricade, c'est une religieuse. Bon, est-ce qu'on va dire qu'on a fait la Commune, que c'est la conviction religieuse qui a poussé à la Commune? Ça me paraît discutable, donc l'argument ne tient pas. L'autre chose, et c'est pour ça que je dis c'est apolitique, quand on regarde la façon dont ils interprètent ces expériences, c'est dans le bien que ça fait à chacun. Et absolument pas dans la dimension collective et conflictuelle. Alors, par exemple, moi j'ai travaillé sur l'écoféminisme. L'écoféminisme, c'est ces mouvements très, très, très divers, il n'y a pas d'unité de l'écoféminisme, mais ce sont des mouvements où des femmes se battent sur des questions qui sont liées à l'écologie. Ça peut être des mouvements violents, ou en tout cas qui affrontent le conflit. Or, la façon, par exemple, dont Servigne l'interprète dans son livre, c'est de dire « Ah, ben, il s'agit de réconcilier chacun d'entre nous avec sa part du sexe opposé, hein, réconcilier le masculin avec le féminin et le féminin avec le masculin. » Je peux vous dire que l'écoféminisme, ce n'est pas ça. Hein. C'est une lutte qui peut être violente avec tout ce que ça peut avoir de contradictoire. Bon. Et donc, ils ne prennent ces expériences qu'en en faisant des démarches individuelles et personnelles. Voilà ma réponse. Merci. Enfin, vous êtes quand même, ce que je trouve que quand même dans l'ensemble des propos qui ont été tenus, on enlève la dimension possible d'action locale, de regroupement d'individus qui, loin d'être dans des démarches individualistes à vouloir absolument survivre chacun avec leur bout de lopin de terre, essayent d'organiser à l'échelle de territoires locaux le regroupement de paysans, la gestion communaliste de terre. Il y a une démarche peut-être autre que de penser à un État centralisé. Enfin, dans société, qu'est-ce qu'on entend en fait? C'est un peu la question que je voulais adresser aussi à Xavier Timbaud. Je laisse Xavier répondre si veut, sinon je peux répondre. Oui, mais vous aussi. Oui. Alors je vais répondre vite, puis je vais laisser Xavier répondre. Non, on nie pas du tout l'importance des actions collectives et du type d'innovation sociale qu'il y a pu y avoir à Notre-Dame-des-Landes. Bon, mais simplement, elles ne sont pas, ces actions collectives ne sont absolument pas dirigées par l'idée de l'effondrement. De ce point de vue-là, il y a eu au début septembre, je crois, une interview de Rob Hopkins, hein, Les villes en transition. C'est une des références des collapsologues. Et Rob Hopkins ne parle pas d'effondrement à aucun moment. Hein. Il y a l'espoir de vivre mieux, la possibilité, dans un monde extraordinairement difficile, de vivre mieux, de vivre autrement. On ne fait pas référence à l'effondrement pour ça. On n'a pas besoin... On essaie de rendre la vie meilleure, on ne se réfère pas à une fin du monde à venir en se disant là, on va être préparé à cette fin du monde. D'autre part, alors là, si on regarde celui qui est le théoricien, hein, disons, ce qu'on pourrait, enfin lui, il appelle ça l'éco-socialisme, c'est un peu un éco-anarchisme, qui est Murray Bookchin. Hein, oui. Qui a lancé ça, qui lui aussi fait référence à Kropotkin et aux théories à la fois anarchistes et darwiniennes. Bookchin ne dit pas du tout qu'on en reste à des expériences collectives locales. Il dit bien qu'on ne peut pas se passer de l'État. Même un anard comme Bookchin dit qu'on a besoin de services étatiques et pas seulement de la répression. Hein, on a besoin d'hôpitaux
Et des hôpitaux, ça ne s'organise pas sur place. Et dans les hôpitaux, il faut des services d'enseignement. Donc, il ne s'agit pas d'être dans l'opposition entre État centralisé et petites unités. Il y a des possibilités de contrôle démocratique de l'État, mais pas de disparition de l'État. Hein. Et quand Xavier disait très justement, mais il y a un impensé de la collapsologie, je dirais aussi, cet impensé, c'est la Révolution. Parce que quand Marx appelait à la Révolution, il disait, bon, c'est le mouvement irrésistible de l'histoire, mais il fallait quand même un parti pour le pousser. Les collapsologues, pouf, l'État va s'effondrer tout seul, on n'a même plus besoin de révolution. On n'a jamais vu les choses se passer comme ça. Donc, je redonne la parole à Xavier aussi. Et ce sera peut-être la dernière intervention. On a perdu Xavier. On a perdu Xavier. Bon. En tout cas, oui, je pense que Catherine, tu as bien répondu sur cette question des combats effectivement au niveau local qui se réclament absolument pas de la collapsologie, et d'une part, et d'autre part, pour répondre au deuxième versant de la question de Clara, c'est que tout ça n'abolit pas l'État, loin s'en faut. Ben, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Xavier qui nous a peut-être quittés, et à vous tous donc d'être venus avec votre intérêt et vos questions. Merci. À très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Et lisez le livre de Catherine qui est excellent au passage, si vous l'avez déjà fait. À bientôt, merci. À bientôt, merci beaucoup.